Au nom du gouvernement du Burkina Faso, je déclare effectif le lancement officiel de l'émission du visa sécurisé burkinabé. Je vous remercie. Avec le lancement de ce système moderne de délivrance des visas type vignette, le Burkina Faso passe désormais de l'analogique au numérique. La cérémonie a eu lieu ce matin à l'ambassade du Burkina à Paris, en présence des ministres des Affaires étrangères et de la communication. Le choix de Paris n'est pas un hasard. Les postes consulaires installés en France délivrent annuellement un peu plus de 20 000 visas chaque année à des non-burkinabés afin de leur permettre de découvrir notre pays. Avec le nouveau visa, le gouvernement burkinabé entend se conformer aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, mais surtout renforcer la sécurité intérieure, notamment à cause des menaces terroristes dans la bande sahéro-saharienne. Les enlèvements d'otages se font aujourd'hui à nos portes. Nous pensons que le dispositif que nous avons va nous permettre de mieux suivre et aussi de garantir à ceux qui visitent le Burkina Faso la sécurité. C'est la société Ouverture Technologies, numéro 2 mondiale dans l'émission des titres d'identité électronique, qui sera chargée de l'émission des visas pour un montant de plus de 3 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Notamment par le fait qu'on a longtemps imprimé l'ensemble des valeurs et l'ensemble des billets de banque pour les États africains. Et donc, dans la continuité de ces billets de banque, il nous a paru essentiel d'apporter tout notre savoir-faire sur la partie passeport, mais sur la partie également visa. Pour l'occasion, les participants à la cérémonie ont pu assister à une séance de démonstration de fabrication d'un visa sécurisé. Président d'une ONG de développement, Prince Losala est aussi analyste politique. Il explique la thèse de la troisième voie, discréditer Kabila en l'accusant de l'assassinat d'Étienne Tshisekedi afin de placer Léon Kengo à la tête du pays. Il devait y avoir un trouble général et l'opinion internationale allait traiter M. Kabila d'assassin. Et il fallait impérativement, vu la constitution congolaise, où on dit s'il y a l'indisponibilité du chef de l'État, où il y a la mort du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui prend automatiquement le pouvoir. Et à ce moment-là, la troisième voie devait être M. Kengo Adondo. À l'opposition, on ne l'entend pas de cette oreille. Tshisekedi a gagné et c'est lui qui doit présider la RDC. Les rapports des missions d'observation l'attestent, comme celui du Centre Carter. La situation actuelle démontre que le président sortant n'a pas gagné les élections. Conformément à la déclaration des observateurs internationaux, notamment l'observation Carter, qui a dit que les élections ne sont pas crédibles. Pour Prince Losala, le rapport du Centre Carter est biaisé. Maison Carter est financée par Fescantum. Fescantum qui a eu des problèmes avec le gouvernement congolais, avec le contrat de Tenke Fogongome. Le même Fescantum avait financé M. Vital Kamere et M. Tshisekedi. Le même Fescantum, au moment où je vous parle, au mois de décembre ici, ils ont rencontré quelques membres de l'opposition congolaise, soi-disant opposition. Tout ça quoi? Pour amener la guerre au pays, pour faire payer le prix au gouvernement actuel de ne pas avoir signé le contrat, le fait d'avoir rompu le contrat avec eux. Au-delà des analyses, la vie en République démocratique du Congo semble reprendre son cours. Dans la capitale, après le tumulte des élections, les Kinois s'apprêtent à célébrer, tant bien que mal, la Saint-Sylvestre. Depuis l'annonce des résultats de l'élection législative du 17 décembre 2011 par les gouverneurs de province, à l'invitation des différentes commissions provinciales électorales, un débat s'est installé sur le taux de participation à cette élection. Le gouvernement n'a nullement l'intention d'éluder
cette question parce qu'elle mérite qu'on l'examine. Le taux de participation des élections de 2011, qui est de 34,8%, participe de la pratique observée depuis l'avènement de la démocratie dans notre pays en 1990, car tout autre concours de circonstances n'en déplaise à quelques acteurs politiques nostalgiques. En effet, en dehors des élections présidentielles, dont les différents taux de participation ont franchi le cap de 50%, toutes les autres élections politiques, législatives ou locales, ont toujours connu un taux de participation en dessous de ce seuil. Cette formation est une initiative tripartite de l'Association des journalistes communicateurs scientifiques du Bénin, du CIDEF-NET basé à Londres en Angleterre et du CRDI du Canada. La formation vise un objectif précis. Une formation qui s'adresse de surcroît aux journalistes de 8 pays francophones de la sous-région, faisant ainsi d'eux des experts des questions scientifiques. Cette expertise permettra aux journalistes et aux chercheurs de former un tandem pour la diffusion d'informations scientifiques, informations qui tranchent avec celles qu'on écoute quotidiennement, et ceci pour une raison. Tout ce qui nous entoure, vous savez, c'est de la science. Tout ce que nous consommons, c'est le fruit de la science. Donc, nous devons parler de la science au quotidien et ranger un peu l'information politique qui n'est pas toujours en faveur du développement du pays. Ce qui donne un espoir au bureau régional du CRDI de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. J'espère donc que cet atelier, sans doute un peu expérimental pour nous tous, constituera un moment fort d'enrichissement mutuel, dynamique et interactif et qui se prolongera dans la durée, bien au-delà de cette semaine que nous passerons ensemble. De son côté, le CRDI, toujours attaché à la durabilité des activités qu'il soutient, souhaite pouvoir poursuivre l'expérience dans le futur. Ces journalistes vont renforcer leurs capacités afin de s'intéresser beaucoup plus aux informations scientifiques. Tous les jours, des centaines de vendeurs envahissent les rues de la capitale malgache. Un vieux carton, un panier en raffia suffisent pour faire un stand. Pourtant, occuper l'espace public est interdit. On prend nos affaires et on les cache là parce que si on n'est pas assez rapide, on nous prend tout et on n'a plus rien après. On ne peut pas récupérer nos affaires. C'est ça notre problème. Ghislaine craint les agents de la commune urbaine d'Antananarivo. Leur tâche, assainir les rues de la capitale. Mais à chaque fois, les vendeurs reviennent à la charge. C'est pas un marché ici. Ne faites pas comme si c'était un marché. Si vous voulez vendre au marché, vous allez à Manasman. Sinon, on sera encore plus sévère. Les méthodes sont parfois brusques. Les agents sont entraînés pour faire face aux réactions violentes de certains vendeurs. Mais le plus souvent, ils se contentent de les chasser sans saisir leurs marchandises. Les vendeurs ne risquent pas grand-chose. Il y a des vendeurs qui paient la police communale. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ne se font pas déloger. Il y en a qui se font déloger par la police, il y en a qui ne se font pas déloger parce que ceux qui payent peuvent rester. Ceux qui ne payent pas, eh bien hop, ils ramassent leurs étalages. Certains agents de la commune seraient corrompus. Tout le monde le sait et le responsable de la gestion des marchés ne le nie pas. Et j'accepte qu'il avait ça auparavant. Mais bon, on essaie de former les agents de la commune, de les conscientiser pour ne plus faire cette mauvaise habitude. En 2009, les États-Unis ont exclu Madagascar de l'AGOA après le coup d'État d'André Rajoelina, mettant ainsi fin aux diminutions de taxes douanières, un désastre pour l'industrie textile. Des milliers de Malgaches se sont alors retrouvés sans emploi et survivent aujourd'hui en vendant dans la rue. Tabou Combo passe les fêtes de fin d'année sur la terre africaine, loin de leur famille, pour donner du plaisir à leurs frères. Le groupe emblématique d'Haïti se produit au Gabon sur la scène de Libreville pour 3 concerts. Le show musical a commencé depuis hier et se poursuit jusqu'au 30 décembre. À l'origine de cette venue, une rencontre entre le groupe
et Patricia Boudou-Chavio à Seattle aux États-Unis. Nous avons rencontré Tabou Combo, un des leaders du groupe, qui est venu nous rencontrer et qui a accepté à notre demande de venir partager avec les gens d'Afrique et du Gabon ce qu'on vit en Haïti. Les membres du Super Orchestre s'en sont donnés à cœur joie lors de leur première performance. Le public gabonais réceptif s'est montré comblé par ce spectacle. Certains ont esquissé des pas de danse et se sont laissés aller sur leurs sonorités enivrantes. Le succès des ambassadeurs du compas, rythme typique de leur île d'origine, en a ravi plus d'un. Le concert de Tabou Combo au Gabon, franchement, c'était magnifique. Franchement, c'était rempli de saveurs, de bonnes choses. J'étais content d'être là. La communion entre les spectateurs et le groupe était bien palpable. Les bénéfices de ce concert vont servir à financer un don, un cadeau de fin d'année pour des enfants défavorisés. Nous ferons une œuvre dans un tout petit village qui est à côté de Mouila, qui s'appelle Dikoka. Je dois offrir un arbre de Noël là-bas. Les bénéfices de cette soirée serviront à cela. Nous pensons que c'est très bien de lier, développement culturel, artistique, protection de l'environnement. Ça a été une très bonne ambiance et je garderai un bon souvenir. Ces artistes haïtiens, plus qu'un groupe, constituent un monument de la musique. Depuis plus de 30 ans, ils triomphent à travers le monde et en particulier aux Antilles. Projeter un des pans du patrimoine culturel haïtien sur la scène gabonaise, œuvre à la coopération et aux échanges avec l'Afrique. Renforcer les liens culturels au service d'actions caritatives, il n'y a pas de plus beau prétexte. Carlo Ancelotti, il faudra s'y faire. Le technicien italien, ancien entraîneur du Milan AC et de Chelsea, sera bien le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain en remplacement d'Antoine Kombouaré. En attendant la confirmation officielle du club de la capitale, celui qui est considéré comme l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du football a rencontré mercredi et jeudi les dirigeants du Paris Saint-Germain pour régler les détails de son contrat. On sait d'ores et déjà qu'il devrait signer pour 2 ans et demi et empocher 500 000 € net par mois. Un salaire qui le placerait dans le top 5 des entraîneurs les mieux payés au monde. Sa mission ? Faire du Paris Saint-Germain un très grand club à la hauteur des ambitions de ses propriétaires qataris. L'arrivée de Carlo Ancelotti devrait aussi accélérer la venue d'autres stars du football. Outre David Beckham, il se murmure que le technicien italien pourrait emmener les Brésiliens Pato et Kaka ou encore le Français Florent Malouda. Des joueurs qui ont déjà joué sur les ordres de l'Italien. À Paris, on semble rêver en couleur et ce n'est pas pour déplaire aux supporters.